I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place. Tout le monde connaissait Robert Taylor et Clark Gable comme les enfants chéris de la MGM. Ils partageaient le même studio, le même succès et portaient même le cercueil de l'autre. Mais un moment a failli détruire leur amitié à jamais. Cela s'est produit pendant les années de guerre où les stars hollywoodiennes étaient censées servir leur pays. Ce que Taylor a vu ce jour-là lui a fait perdre tout respect pour celui que tout le monde appelait le roi. L'histoire est restée enfouie pendant des décennies car elle aurait détruit la réputation de Gable. Mais la vérité sur ce qui s'est réellement passé a finalement été révélée, bouleversant tout ce que l'on pensait. Spangler Arlington Brew est né le 5 août 1911 dans la petite communauté agricole de Philadelphie au Nebraska. Dès le début, le nom lui-même était devenu un défi. Il venait de son père Spangler Andrew Brugg, un agriculteur devenu plus tard ostéopathe. À l'école, les professeurs peinaient sur la prononciation et l'appelaient souvent Arlington ou Arlen, juste pour éviter de le prononcer en entier. La consonance allemande de ce prénom rendit la vie encore plus difficile pendant la Première Guerre mondiale. Lorsque le sentiment anti-allemand était exacerbé, les enfants se moquaient de lui et il se sentait souvent marginalisé. Sa mère avait choisi ce prénom en hommage à un parent éloigné, mais cela n'avait fait que rendre les premières années de son fils plus difficiles. La musique était sa première passion. Au lycée Béatrice, il devint un violoncelliste talentueux, prenant des cours à Lincoln auprès du professeur Herbert E. Gray. Gray décela en lui quelque chose d'extraordinaire et le poussa vers une carrière dans la musique classique. Taylor rêvait également d'étudier la médecine comme son père. Il s'inscrit au Doane College de Crete dans le Nebraska avec l'intention de suivre une formation préparatoire à la médecine. Pendant 2 étés, il joue dans un trio musical sur KMMJ Radio à Clay Center, gagnant ainsi de petites sommes d'argent tout en perfectionnant ses talents d'interprète. Gray estimait avoir le talent pour jouer avec de grands orchestres, ce qui le rendit furieux lorsque Taylor commence à jouer dans des pièces de théâtre universitaires. Il était également un athlète vedette. Au lycée de Béatrice, il battit des records d'athlétisme et devint une figure emblématique locale à la fin des années 1920. Son nom apparut dans les journaux non seulement de Béatrice, mais aussi de Lincoln et d'Omaha. Il ne s'est pas limité à une seule discipline. Il a excellé dans plusieurs disciplines, prouvant une coordination et une détermination naturelle. Les universités l'ont remarqué et lui ont offert des bourses. La discipline, les entraînements précoces, les régimes stricts et l'esprit de compétition l'ont accompagné toute sa vie. Cette même aptitude physique allait plus tard le rendre parfait pour les rôles aventureux qui l'ont rendu célèbre. Le tournant décisif a eu lieu lorsque le professeur Gray a déménagé en Californie pour enseigner au Pomona College. Taylor le suivit au début des années 1930, un choix risqué pour quelqu'un issu d'une famille modeste. En Californie, il envisageait de poursuivre ses études de musique et de médecine, considérant cela comme une étape temporaire avant son retour au pays. Mais Gray l'encouragea à découvrir tout ce que l'université avait à offrir, y compris la troupe de théâtre. Son physique remarquable et sa présence naturelle sur scène étaient impossibles à ignorer. Il se produisit bientôt au théâtre, même si Gray craignait que cela ne l'éloigne de la musique. En 1932, alors qu'il incarnait le capitaine Stanhope dans une production du Pomona College de Journey's End, Taylor attira l'attention d'un découvreur de talent de la MGM. Le recruteur lui a proposé un contrat à partir de 35 $ par semaine. C'était un début modeste, mais il allait devenir l'une des carrières les plus florissantes d'Hollywood. Lorsque MGM a pris le contrôle de son image, la première chose qu'ils ont faite a été d'effacer son nom de naissance. Le Spangler Arlington Brew avait disparu, remplacé par Robert Taylor. Louis B. Mayer et Ida Coverman avaient pris la décision
sans lui demander son avis. Ils estimaient que le nouveau nom était plus fort, plus américain et permettrait de vendre plus de billets. Pour Taylor, ce fut le début d'une perte de soi. Plus tard, il se demanda s'il subsistait encore quelque chose du garçon du Nebraska. Son physique lui apporta la gloire, mais aussi des ennuis. Ses traits parfaitement équilibrés, ses yeux bleus et sa carrure athlétique le rendaient presque trop beau. Le public masculin le trouvait trop beau et des rumeurs sur sa vie privée commencèrent à circuler. La MGM lui donna des rôles aux côtés de femmes plus âgées et puissantes comme Greta Garbo et Barbara Stanwyck, ce qui ne fit qu'alimenter les rumeurs. Taylor n'aimait pas cette image, se sentant piégé. Il voulait être respecté pour son jeu d'acteur, pas seulement pour son visage. La MGM a décidé de changer son image. On lui a confié des rôles plus coriaces comme Billy the Kid et The Crowd Roars. Le service maquillage a travaillé pour rendre ses traits plus bruts. Des photos publicitaires le montraient dans des situations difficiles, torse nu en sueur et souvent dans des scènes de bain. Ils l'ont même entraîné à marcher, parler et se déplacer différemment. L'objectif était de lui donner l'apparence d'un homme fort, mais d'une certaine manière, cela rendait son image encore plus artificielle. À la fin des années 1930, son salaire était passé de 35 à 50 $ par semaine. Mais cela comportait des conditions. Son contrat avec la MGM durait 25 ans plus longtemps que pour toute autre star à l'époque. Le studio décidait de chacun de ses rôles, le faisant passer du rôle principal romantique au rôle de héros d'action, en passant par celui de star de western à sa guise. Il n'a jamais refusé un rôle. Les initiés du cinéma disaient qu'il était si fidèle à la MGM qu'il le rendait parfois ennuyeux aux yeux de la presse. Il devait également rendre des comptes non seulement au studio, mais aussi à sa femme, ce qui lui laissait peu de liberté personnelle. Il perça en 1936 avec Camille, où il donna la réplique à Greta Garbo. Il y incarnait Armand, le jeune homme amoureux de Marguerite, le personnage tragique de cette dernière. Les critiques le saluèrent, le jugeant meilleur que prévu dans un rôle aussi exigeant. Le film a rapporté 2 842 $ et a prouvé qu'il pouvait jouer avec profondeur. Garbo le trouvait initialement inexpérimenté, mais elle a fini par respecter son dévouement. Camille est devenu l'un des plus grands films romantiques de son époque et a enfin montré au public que Robert Taylor était bien plus qu'un beau gosse. Lorsque Barbara Stanwyck épousa Robert Taylor le 14 mai 1939, Hollywood ne put s'empêcher de jaser. La différence d'âge n'était que de 3 ans, mais à l'époque, elle était suffisante pour susciter des rumeurs dans tous les studios. Barbara avait 31 ans, un âge que l'industrie qualifiait souvent de « vieux » pour une actrice principale. Taylor avait 28 ans, ce beau gosse du Nebraska devenu l'idole de la MGM. Barbara avait déjà été mariée une fois, possédait son propre ranch et était connue pour être une star forte et indépendante. Taylor, en revanche, était encore en phase d'apprentissage à Hollywood. La discussion ne portait pas seulement sur leur âge, mais aussi sur qui détenait le pouvoir. On plaisantait en disant qu'elle volait le berceau. Certains la qualifiaient même de figure maternelle pour lui. Elle gagnait bien plus d'argent que lui et s'était bâti une réputation grâce à des films audacieux comme Babyface. Leur relation inversait les rôles habituels, ce qui en faisait un sujet de conversation incontournable à toutes les soirées. Le mariage lui-même était un pur spectacle hollywoodien. Louis B. Mayer, le patron de la MGM, n'a pas simplement encouragé le mariage, il l'a ordonné. Il a dit à Taylor qu'il devrait l'épouser, puis a supervisé chaque étape de l'événement. Ils étaient ainsi superstitieux à propos du nombre 13 qu'ils ont attendu juste après minuit pour échanger leurs vœux à San Diego. Ils utilisèrent leur vrai nom, Ruby Catherine Stevens et Spangler Arlington Broom, pour préserver la confidentialité.
Marion Marks, épouse de Zippo Marks, et celle-là même qui avait organisé leur rendez-vous arrangé, était la dame d'honneur. La famille de Taylor était absente, remplacée par un témoin de mariage approuvé par le studio. Ce n'était pas l'amour qui animait la journée, mais la nécessité de limiter les dégâts. MGM avait besoin d'un mariage hétérosexuel parfait pour faire taire les rumeurs concernant les deux stars. Mayer a même réuni des journalistes à Beverly Hills juste pour l'annoncer. Toute cette affaire semblait orchestrée et des initiés se moquaient en privé de l'évidence du plan du studio. 7 ans avant son mariage avec Taylor Barbara, avait adopté un garçon prénommé Anthony Dionfey le 5 février 1932. Elle espérait qu'un enfant pourrait sauver son mariage difficile avec son premier mari, Frank Fay. Lorsque leur mariage s'est effondré, elle a conservé la garde de Tony mais n'a jamais développé de lien avec lui. Son propre abandon durant son enfance avait laissé de profondes cicatrices et elle semblait incapable de lui témoigner de la chaleur. Lorsque Taylor a rejoint la famille, Tony n'avait que 7 ans. Le garçon avait désormais un beau-père qui le remarquait à peine et une mère qui le traitait comme un invité indésirable. Elle gardait sa photo cachée dans son placard et évitait tout simplement de parler de lui. À mesure qu'il grandissait, la distance devenait permanente. Même lorsqu'il a tenté de lui rendre visite sur son lit de mort, elle a refusé de le voir. Son frère a dit à Tony d'oublier qu'elle avait été sa mère. Elle ne lui a rien laissé dans son testament. Tony est décédé en 2006, espérant toujours une relation qui n'a jamais eu lieu. Le comportement de Taylor lui-même a entraîné son lot de scandales. En 1941, lors du tournage de Johnny Eager, il a entamé une liaison avec Lana Turner. Il se vantait auprès de ses amis d'être obsédé par elle et de vouloir être avec elle ne serait-ce qu'une fois. Lorsque Barbara l'apprit, le choc fut si intense qu'elle aurait tenté de se suicider, mais ce n'était qu'une trahison parmi d'autres. En 1950, lors du tournage de Quo Vadis à Rome, Taylor courtisa ouvertement Lea Di Leo, une figurante italienne. Il fut photographié à la sortie de Maison Close et ne prit pas la peine de cacher leur relation. L'humiliation pour Barbara fut immense. On aurait dit que Taylor voulait la pousser à demander le divorce. Elle s'est envolée pour Rome pour le confronter et pendant 6 semaines, ils ont joué le couple heureux devant les caméras tout en négociant discrètement la fin de leur mariage. Lorsqu'elle lui a finalement proposé le divorce, elle a été stupéfaite de constater qu'il avait accepté sans hésiter. Elle comprit alors que ces liaisons avaient été un moyen calculé de la forcer à partir. En février 1943, Taylor fit un choix qui surprit tout le monde. À 32 ans, il était bien trop vieux pour être appelé. Il était marié précieux pour l'effort de guerre américain et avait toutes les raisons légales de se soustraire au service. Les studios préféraient que leurs stars restent aux États-Unis, vendent des obligations de guerre et apparaissent dans des films patriotiques. Mais le 9 février 1943, Taylor s'engagea dans l'US Naval Air Corps sous son vrai nom. Il n'a attendu que le temps de terminer le tournage de Song of Russia, puis s'est présenté au combat en août. La marine l'a accueilli avec enthousiasme, mais a rapidement décidé qu'il était trop vieux pour le combat. Il est devenu lieutenant subalterne et a été affecté à la formation des pilotes au lieu de combattre outre-mer. Cela le blessa. Il avait voulu servir au front, mais ses ordres le retinrent aux États-Unis. Malgré tout, il se révéla l'un des meilleurs de sa promotion, obtenant son brevet le 11 janvier 1944 et terminant 5e à la formation d'instructeur. Son influence la plus durable fut due aux 17 films d'entraînement de la marine qu'il réalisa entre 1943 et 1945. Il ne s'agissait pas de simples bandes annonces de propagande, mais d'outils pédagogiques soigneusement conçus, couvrant tous les sujets des bases du vol aux techniques de combat.
Un film Flight Sense a enseigné aux pilotes le maniement du biplan Stearman N2S. Il a même ajouté de l'humour pour rendre les leçons captivantes. Sa narration du documentaire The Fighting Lady de 1944 a été largement saluée, notamment par le New York Times. Ce qui rendait ce travail d'autant plus remarquable, c'est que Taylor n'avait jamais piloté d'avion militaire avant de s'engager. Parti de zéro, il s'entraîna intensivement à la Nouvelle-Orléans et maîtrisa parfaitement le pilotage et l'enseignement. À la base aéronavale de Livermore, en Californie, il acquit la réputation d'expliquer des concepts complexes avec une clarté et une simplicité qui marquaient l'esprit de ses élèves. En février 1951, Barbara Stanwyck se présenta au tribunal et demanda le divorce de Robert Taylor, mettant fin à ce qui était considéré comme l'un des mariages les plus solides d'Hollywood. Ils étaient ensemble depuis 12 ans. Cette décision stupéfia l'industrie du cinéma car elle était au départ un coup de bluff. Alors que Taylor tournait Quo Vadis à Rome en 1950, il entama une liaison publique avec l'actrice italienne Lea DeLeo. Stanwyck se précipita pour le confronter et le menaça de divorcer, espérant ainsi le faire revenir vers elle. Il accepta sans hésiter. Les conditions financières étaient pénalisantes pour lui. Elle recevait 15% de ses revenus bruts jusqu'à son remariage ou son décès. Elle ne s'est jamais remariée et a touché chaque centime. Elle a également conservé la garde exclusive de son fils adoptif, Tony Dion, excluant ainsi complètement Taylor de sa vie. La même année, Taylor a interprété un rôle qui a changé sa carrière à jamais. Westward the Women était un western de 2,2 millions de dollars réalisé par William A. Wellman. Il racontait l'histoire d'un conducteur de chariot conduisant 150 femmes de Chicago en Californie pour épouser des colons. Le film a rapporté près de 4 millions de dollars dans le monde entier et a prouvé qu'il pouvait faire plus que jouer de beaux rôles romantiques. Son personnage était dur et déterminé, bien loin des rôles fastueux qu'il avait interprétés auparavant. Le film a eu un écho inattendu. Des décennies plus tard, un village espagnol inspiré par le film a organisé sa propre caravane de femmes, ce qui a donné lieu à 33 mariages. La même année, il est retourné à Rome pour Quo Vadis, le film le plus cher de la MGM à ce jour. Le film comptait un nombre impressionnant de 32 héros costumes et mettait même en vedette la jeune Sophia Loren comme figurante. Taylor y incarnait Marcus Vinicius aux côtés de Deborah Kerr. Le film a engrangé 11 143 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, ainsi que 9 194 millions de dollars à l'international, permettant à MGM de sortir de difficultés financières. Ce film devint le plus gros succès de 1951 et confirma que Taylor était bien plus qu'un simple personnage romantique. Sa relation avec la MGM, cependant, était compliquée. Il était sous contrat depuis 1933, ce qui faisait de lui la dernière grande star de l'âge d'or du studio à être encore lié par un tel contrat à la fin des années 1950. Pendant des années, le patron du studio, Louis B. Mayer, maintint un salaire inférieur à celui des autres grands noms, jouant sur la loyauté et la gratitude de Taylor. Au milieu des années 1950, Taylor commença à se concentrer sur les westerns, son genre de prédilection. À la fin de son contrat, en 1958, il créa Robert Taylor Productions et joua dans The Detectives de 1959 à 1962. MGM a néanmoins trouvé le moyen de l'utiliser, le rappelant pour le film Western Cattle King de 1963. Le chemin de Taylor a croisé celui d'une jeune Elizabeth Taylor dans Conspirator de 1949. Elle n'avait que 16 ans et la différence d'âge était si flagrante que certains ont pensé qu'il ressemblait à un père et sa fille à l'écran.
Il la traita avec gentillesse, l'aidant dans ses études et vantant son talent. Ils se retrouvèrent pour Ivanhoe en 1952, un film qu'elle n'apprécia pas, mais qui devint l'un des plus gros succès de la MGM, engrangeant 11 millions de dollars de loyer. La même année, la MGM organisa une rencontre entre Taylor et l'actrice allemande Ursula Theis. Ils se sont rencontrés au Coconut Grove. Elle se souviendra plus tard de son sentiment d'être aux anges lorsqu'il l'a emmenée sur la piste de danse. Mais Taylor, encore méfiant après son divorce, a fréquenté d'autres personnes, y compris son ex-femme. Ursula finit par lui poser un ultimatum et ils se marièrent le 23 mai 1954 lors d'une cérémonie informelle sur un bateau dans le Wyoming. Ursula eut 2 enfants de son précédent mariage, Manuela et Michael, tous deux marqués par les épreuves de l'Allemagne déchirée par la guerre. S'adapter à la vie à Hollywood fut difficile pour eux, surtout face aux attentes strictes de Taylor. Les problèmes de Michael s'aggravèrent au fil du temps, jusqu'à un événement tragique en 1964. À 18 ans, il tenta d'empoisonner son père biologique, George Theis. Il fut condamné et interné dans une maison de correction pendant 1 an. Taylor et Ursula eurent plus tard 2 enfants, un fils Terrence en 1955 et une fille Tessa en 1959. Ils ont construit une maison chaleureuse dans un ranch de la vallée de San Fernando. Leurs amis les décrivaient comme un couple affectueux. Tessa se souvenait de son père comme d'un homme joueur et aimant, et non du personnage stoïque que l'on voyait au cinéma. En 1959, Robert Taylor a pris un risque que beaucoup de stars hollywoodiennes auraient évité. Il s'est lancé dans la télévision à une époque où la plupart des acteurs la jugeaient indigne d'eux. Ce choix a choqué ses pairs, mais sa série Les Détectives lui a donné raison. La série a débuté comme une série policière de 30 minutes sur ABC et a duré 2 saisons avant de passer sur NBC, où elle a été étendue à 1 heure et rebaptisée Robert Taylor's Detectives. Au cours de ces 97 épisodes, Taylor incarnait le capitaine Matt Holbrook, un chef vif et déterminé d'une unité de police d'élite. La série a attiré de futurs noms comme Adam West des années avant Batman et a même été scénarisée par Gene Roddenberry, futur créateur de Star Trek. Pour une star de cinéma de son envergure, ce n'était pas seulement un nouveau rôle. C'était une avancée audacieuse dans une industrie en pleine mutation. En 1966, une autre opportunité inhabituelle se présenta. Ronald Reagan, un ami proche, quittait Death Valley Days pour se présenter au poste de gouverneur. Taylor l'a remplacé à la fois comme présentateur et acteur occasionnel. Succédant à un futur président, l'émission a donné à l'émission un étrange mélange d'Hollywood et de politique. L'amitié entre Reagan et Taylor remontait à plusieurs décennies et à la mort de Taylor, c'est Reagan qui prononça l'éloge funèbre. La carrière de Taylor a permis à la série de rester forte et a démontré son profond engagement envers la télévision à une époque où peu de stars de cinéma s'y consacraient autant. 8 ans plus tôt, en 1958, Taylor avait quitté la MGM. Ce n'était pas une sortie ordinaire. Son contrat avait duré 24 ans, le plus long de l'histoire d'Hollywood, et avait débuté en 1934 alors qu'il n'avait que 23 ans. Son premier salaire n'était que de 35 $ par semaine. En 1940, il gagnait 50 $ par semaine et travaillait avec des légendes comme Greta Garbo, Clark Gable, Spencer Tracy et Elizabeth Taylor. Il a joué dans plus de 80 films avant de quitter le studio. Ce départ marqua la fin d'une époque où les acteurs restaient fidèles à un seul studio toute leur vie. Après MGM, le travail fut régulier mais souvent décevant. Taylor avoua plus tard ne pas être fier de certains films réalisés durant cette période. Les grands studios avaient disparu
et il prenait désormais ce qui lui était offert. Il y eut encore des moments de qualité, comme son dernier film pour la MGM Party Girl en 1958, mais le changement était clair. Sans le soutien du studio, il dut s'adapter. Ce changement le poussa à se tourner davantage vers la télévision, où les détectives devinrent un rôle déterminant. En coulisses, une vieille habitude commençait déjà à faire des ravages. Taylor fumait depuis son enfance 3 paquets par jour, soit plus de 60 cigarettes par jour depuis des décennies. Au printemps 1968, à 57 ans, il commença à se sentir essoufflé et fatigué. Il pensait que c'était simplement dû à l'âge ou au surmenage, mais son essoufflement ne cessait de s'aggraver. Lorsqu'il a finalement consulté un médecin, la vérité était accablante. Il s'agissait d'un cancer du poumon, presque certainement causé par son tabagisme excessif. Au début, on a dit au public qu'il souffrait de la fièvre de la vallée, mais Taylor a confirmé la vérité lui-même, déclarant d'une voix calme « Oh, bien sûr, c'est un cancer du poumon ». Il a subi une radiothérapie au cobalt, puis une importante opération chirurgicale pour lui retirer le poumon droit le 8 octobre 1968. Étonnamment, il a continué à fumer jusqu'à la veille de l'opération. Même après le diagnostic, son addiction le rongeait toujours. Incroyablement, il a continué à travailler. L'époque de la vallée de la mort est restée sa priorité. Tandis que la carrière de Ronald Reagan s'orientait vers la politique, Taylor luttait pour sa survie tout en continuant à apparaître à l'écran. Entre séjours à l'hôpital et traitements, il tournait autant qu'il le pouvait, jouant même dans des épisodes. La force dont il fit preuve durant cette période fut remarquable, même si elle eut un coût physique considérable. Puis en mai 1969, une nouvelle tragédie frappa la famille. Le beau-fils de Taylor, Michael Theiss, âgé de 23 ans seulement, mourut d'une overdose dans son appartement de Los Angeles. Cet événement survint 2 semaines seulement avant la mort de Taylor. Michael était le fils d'Ursula Theiss, l'épouse de Taylor, issue d'un premier mariage, mais Taylor l'avait traité comme son propre fils. Cette double perte fut dévastatrice. Michael et Taylor furent enterrés côte à côte. Le 8 juin 1969, à Dix Arch, 30 du matin, Robert Taylor décède à l'hôpital St. John's de Santa Monica. Il avait 57 ans. Ursula est présente à ses derniers instants. On était bien loin de l'époque glamour de la MGM où il gagnait l'équivalent de plus de 50 $ par semaine et vivait dans un ranch de 45 hectares avec chevaux et bétail. Au cours de ses 35 ans de carrière, il avait joué dans plus de 70 films et 2 grands succès télévisuels. Avec sa disparition, l'une des dernières véritables stars de l'âge d'or d'Hollywood s'en est allée. Ronald Reagan se tenait devant l'église de la Récession le 11 juin 1969, la voix tremblante. Celui qui allait devenir président peinait à garder son sang-froid en disant au revoir à son ami Robert Taylor. Reagan le qualifiait de plus qu'un beau gosse. Il a parlé d'un homme qui respectait son art, qui le maîtrisait et qui se comportait avec une dignité tranquille. L'instant était si puissant que l'enregistrement audio est désormais conservé à la bibliothèque présidentielle Reagan, un témoignage précieux de l'histoire politique et hollywoodienne de la Californie. Leur amitié s'était forgée dans les cercles conservateurs du vieux Hollywood et ce lien s'est perpétué dans la vie politique de Reagan. Dans son hommage, Reagan a présenté Taylor comme l'incarnation même de l'intégrité du Midwest, un homme dont la disparition a laissé un vide dans une industrie déjà en perte de vitesse. Taylor avait autrefois accompagné une autre légende. Le 19 novembre 1960, il a accompagné Spencer Tracy et James Stewart pour porter le cercueil de Clark Gable dans l'église où il serait un jour pleuré. Les funérailles furent solennelles avec honneur militaire et étroitement surveillées.
C'était un rare rassemblement des plus brillants acteurs de la MGM des hommes qui avaient rivalisé pour des rôles tout en se respectant profondément. Le choix de Taylor comme porteur témoignait de l'estime que Gable lui portait, reconnaissant une carrière qui avait reflété son propre parcours de premier rôle romantique à héros brutal. À sa mort, le 8 juin 1969, à seulement 57 ans, Taylor a eu l'impression que le rideau se refermait sur une époque. Ses 24 années sous contrat avec la MGM constituaient un record jamais égalé. De 1934 à 1958, il avait survécu à des géants comme Gable Tracy, Katharine Hepburn et Joan Crawford, assistant à l'essor et à l'effondrement du système des studios. À sa mort, l'industrie hollywoodienne s'orientait vers la nouvelle vague de réalisateurs. Sa mort ne marquait pas seulement la perte d'un homme, mais aussi l'effondrement d'un système qui avait construit des stars de toutes pièces. Le coup fut encore plus dur pour sa femme Ursula Tease. À peine 2 semaines plus tôt, le 26 mai, elle avait découvert son fils Michael mort d'une overdose. Il avait 24 ans. Michael avait mené une vie difficile, purgeant même une peine pour avoir tenté d'empoisonner son propre père. Ursula n'a jamais rien dit à Taylor, qui était déjà en train de perdre son combat contre le cancer du poumon. Elle a organisé seule les 2 funérailles, se tenant à l'écart de ses enfants survivants. Taylor et Michael reposent maintenant côte à côte, souvenirs discrets des 2 tragédies familiales. Malgré sa réputation d'homme au profil parfait, Taylor était en proie à une profonde insécurité. Obsédé par ses vêtements, il confia un jour à Louise Rayner que son plus grand rêve était de posséder 10 costumes parfaitement taillés. Il pensait qu'il pourrait compenser ce qu'il considérait comme un manque de talent d'acteur. En vérité, il courait toujours après des rôles qui prouveraient qu'il était bien plus qu'un beau visage. En 1941, il commença à s'éloigner du modèle des premiers rôles, avec des rôles plus sombres comme Billy the Kid et Johnny Eager. Malgré cela, il minimisait souvent son succès, considérant le métier d'acteur comme le plus facile au monde et privilégiant la chance au talent. Son service militaire a révélé une toute autre facette de sa carrière. À 32 ans, il s'engagea dans l'aéronaval impatient de combattre, mais on lui dit qu'il était trop vieux pour servir outre-mer. Il consacra alors toute son énergie à la réalisation de 17 films d'entraînement pour la marine, à son travail d'instructeur de vol et à la narration du documentaire de combat The Fighting Lady. Il recherchait le danger, mais la protection d'Hollywood le maintint aux États-Unis. Même après la guerre, il s'investit pleinement dans des causes politiques, cofondant la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals et témoignant devant le Congrès contre des personnes soupçonnées de communisme. Cette position lui coûta cher lorsque ses films furent interdits dans certaines régions d'Europe, mais il refusa de céder. Malgré les rumeurs et les polémiques qui l'entouraient, Taylor valorisait la loyauté par-dessus tout. Son amitié avec Jack Benny dura des décennies et il resta proche de Reagan. Même son ex-femme Barbara Stanwyck, qui avait reçu une part de ses revenus après leur divorce, assista à ses funérailles. Il entretenait des liens étroits avec des réalisateurs en qui il avait confiance et entretenait des amitiés avec des personnalités dont les opinions politiques étaient opposées aux siennes, notamment Humphrey Bogart. Plus tard, il succéda à Reagan à la tête de la présentation de Death Valley Days, preuve que pour Robert Taylor, les liens personnels comptaient davantage que les convenances professionnelles.